Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous allons parler industrie, mais industrie d'un nouveau genre, l'industrie 4.0. Et pour ça, j'accueille Dorothée Koller et Jean-Daniel Weiss, les deux experts du sujet que nous avons. Allez, on a la chance de les avoir en avant-première avant la convention, à quelques semaines de la convention. Donc, on va profiter de ce petit moment-là pour faire le tour d'horizon. Avant ça, bonjour déjà. Bonjour Rémi. Bonjour Rémi. Comment allez-vous ? En pleine forme. Parfait. Le printemps arrive. Oh, alors voilà, ça c'est une note d'optimisme. On enregistre, on est le 16 février. Donc là, le printemps arrive. Effectivement, aujourd'hui, on annonce de belles températures, mais ce n'est pas un podcast météo. Jean-Daniel et Dorothée, c'est une première pour moi d'accueillir un binôme derrière le micro. Alors bon, ça va me demander de vous laisser encore plus de place. Là, je viens de laisser plus de place. Les silences. Si vous me laissez les silences, alors là, on est foutu. J'espère qu'on sera digne de cette place. Pas trop de pression. On se met pas trop de pression. Expliquez-moi déjà, parce que moi j'ai pris le train en marche, j'arrive directement, on dépose un livre qui s'appelle Les défis de la transformation numérique du modèle industriel allemand 4.0. Et alors en béotien total que je suis, moi je m'étais arrêté au... je savais pas qu'il y avait eu le 1, 2, 3.0. Vous pouvez juste me faire le petit topo là de où on vient et comment on en arrive là à ce 4.0. Alors, comment on en arrive là au 4.0 ? On avait la même interrogation que toi en 2011-2012. On entendait ce industrie 4.0 qui venait de l'Allemagne, donc on était très curieux, nous, de comprendre de quoi il s'agissait. Donc, on a pris notre bâton de pèlerin et on a été en Allemagne interviewer des chefs d'entreprise, des chercheurs, des syndicalistes, et pour comprendre de quoi y retourner. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit, l'industrie 4.0, c'est produire des biens personnalisés au même coût que ceux de la production de masse. Donc ça veut dire qu'on va migrer d'une production de masse de type fordiste, taylorienne, à une production de série unitaire idéalement, mais en tous les cas où on va chercher au maximum dans la production à personnaliser les biens en fonction de ce que veut le consommateur final. C'est ça qui nous a particulièrement plu dans cette vision 4.0, qui est, je dirais, une forme d'utopie industrielle. Ce qui nous a plu, c'est justement sa vision radicale. C'est-à-dire que les Allemands, probablement dans tous les programmes aujourd'hui de transformation numérique de l'industrie qu'on a dans le monde, il y en a en Hollande, il y en a aux États-Unis, il y en a en France avec l'industrie du futur, il y en a au Japon, en Italie. Donc, parmi tous ces programmes, les Allemands sont ceux qui ont proposé la vision la plus radicale, puisque, comme l'a dit Dorothée, quelque part, ils mettent le Fordisme à l'envers en proposant cette vision série unitaire. Mais alors, le 4.0, ça induit, en général, quand on parle de 2.0, c'est y a le digital qui est passé par là. Aujourd'hui, on parle même du Web 2. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Pourquoi cette image digitale, du coup, de l'industrie ? On a l'industrie d'un côté. 4.0, c'est un clin d'œil évident à cette dimension de versionning dans le monde logiciel. Donc, industrie 4.0 signifie clairement, on met quasiment sur le même niveau l'industrie et le numérique, avec un déplacement très intéressant, puisque autant le monde fordiste était basé sur une notion de standardisation des produits et des process. On se rappelle Henry Ford qui disait « Vous pouvez avoir votre Ford T dans n'importe quelle couleur, pourvu qu'elle soit noire ». Là, on va standardiser non plus le produit et le process, mais le code. Tout l'enjeu du 4.0, c'est d'avoir un déplacement des gains de productivité et de standardisation du monde physique vers le monde numérique digital. Et ça, pourquoi 4.0 ? C'est qu'avant, il y a eu un 3.0, un 2.0 et un 1.0. Oui, c'est important de le rappeler pour comprendre la logique dans laquelle se situent les Allemands au début des années 2010. Ils donnent à la société civile une histoire, une représentation de cette quatrième révolution industrielle en disant la première révolution industrielle, c'était la révolution de la machine à vapeur. La deuxième révolution industrielle, c'était celle qui a rendu possible la production de masse. Ensuite, on a eu l'introduction de la commande numérique et aujourd'hui, on a l'introduction des systèmes cyberphysiques qui vont permettre aux machines de communiquer entre elles, aux machines et des produits de communiquer entre elles, et des machines, des produits et des hommes de communiquer entre eux. Donc on n'est pas dans une rationalisation plus poussée des flux de production,
C'est pas du lean plus plus plus. C'est la production de nouveaux flux de communication qui va permettre justement d'adapter les systèmes de fabrication pour parvenir à cette fabrication de produits personnalisés. Et ça, c'est très important. Ouais. Dorothée, c'est quoi le cyberphysique? C'est quoi une usine cyberphysique? J'aime bien, hein, c'est un nouveau néologisme dans mon catalogue. Les Allemands adorent. C'est un terme qui est très intéressant parce qu'en fait, le 4.0, c'est la mise en commun de deux idées. Enfin, c'est du nouveau avec deux idées qui sont plutôt anciennes. La première, c'est celle de la customisation de masse, c'est-à-dire être capable de produire en masse des biens personnalisés. On y arrive déjà dans un certain nombre d'industries. Hein. On prend l'exemple de l'industrie automobile ou les voitures. Certains modèles de voitures peuvent être customisés, notamment même au niveau des couleurs de carrosserie, bicolore, tricolore. Donc, on a la customisation de masse et de l'autre côté, on a cette vieille idée de la cybernétique qui date de l'après-guerre. Et donc, en mettant les deux ensemble, on a le système cyberphysique. Alors, le système cyberphysique, c'est pas une technologie qu'on met en place dans l'usine. À la différence, je dirais, d'une approche qui voudrait que l'industrie du futur soit construite sur une collection de technologies. On va choisir la meilleure combinaison de technologies pour atteindre une efficience opérationnelle donnée. Le système cyberphysique, en fait, c'est un système qui naît, mais c'est pas une technologie en soi, c'est une méta-technologie qui naît en fait de la mise en relation de tous les éléments dans l'usine avec les humains qui travaillent dans l'usine, mais aussi avec les fournisseurs, les clients, les réseaux d'énergie. Donc c'est vraiment cette idée d'un système qui va s'auto-réguler. Pour donner une image à nos auditeurs, par exemple l'avion, c'est un système cyberphysique. L'avion va, à partir de ces différents capteurs, pouvoir s'adapter à l'environnement, se réguler en temps réel. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est une usine qui va pouvoir s'adapter en temps réel en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie, par exemple, en fonction de la variété de son carnet de commandes, en fonction même, on le voit dans certains cas en Allemagne, du profil de ses opérateurs, de leur niveau de compétence. Voilà, c'est toute une série de dispositifs numériques qui permettent cette adaptation en temps réel dans l'usine et au-delà des murs de l'usine. D'accord. Mais alors, moi, j'avais cru comprendre, et là, tu m'as éteint directement, Jean-Daniel. J'avais cru comprendre que justement, l'objectif du 4.0, c'était de pouvoir faire du personnalisé, mais tu me dis non, c'est plus que la personnalisation. La personnalisation, c'était il y a 10 ans, Rémi, réveille-toi, là, on a encore passé des étapes. Alors, c'est quoi plus que la personnalisation ? Alors, la personnalisation, c'est une idée ancienne, mais il y a plusieurs manières de personnaliser. Je dirais, on peut personnaliser en préparant, en anticipant une combinaison. Dans l'automobile, aucune voiture, aujourd'hui, n'est la même. Chaque voiture qui sort de chaîne est différente. Mais elle est la somme de combinaisons qui sont préétablies et qui sont déjà dans les gammes de fabrication. Là où le 4.0... Pardon, oui, quand je disais personnalisation, j'étais au niveau avancé, à savoir, on a impliqué le consommateur final dans son choix et il est impliqué dans l'équation. Exactement. J'étais quand même là, j'avais quand même compris l'étape d'après. Eh ben, t'es exactement au bon endroit. C'est cette idée, effectivement, que dès la conception, on va avoir une implication du consommateur. Alors, soit de manière indirecte, parce qu'on va capter des données d'usage qui vont permettre, je dirais presque à l'insu du consommateur, de lui proposer le bien qui va être adapté à son besoin, ou bien on va concevoir le produit avec le client. Et un des exemples que nous, on aime particulièrement bien, c'est celui de la Speed Factory d'Adidas, qui à l'origine est un projet piloté, je dirais subventionné par le ministère de l'économie et des finances allemand pour réamener en Allemagne, relocaliser une production de chaussures qui se fait aujourd'hui principalement en Asie du Sud-Est. Donc aujourd'hui, on peut personnaliser une chaussure. Ça va être une somme d'options. Et comment ça se passe alors concrètement ? Je suis dans l'usine ? Je suis où ? Je suis dans le magasin ? Aujourd'hui, par exemple, tu vas sur le site Nike, tu peux te faire ta paire de Nike, mais qui va être une combinaison d'options et tu vas l'attendre 4 semaines, le temps qu'elle arrive de son lieu de fabrication, c'est-à-dire principalement en Asie du Sud-Est. Là, l'idée, il n'y a que moi qui ai celle-là, quoi. Voilà, et tu es très satisfait, mais elle arrive 4 semaines trop tard. L'idée du 4.0, enfin en tout cas de cette personnalisation de masse, c'est que tu ailles dans un espace de production qui peut se trouver en pleine ville ou dans un centre commercial, qui va être de la taille à peu près de 2 containers. Un premier container dans lequel on va scanner ton pied, te faire courir sur un tapis et mesurer la manière dont tu cours. À partir de là, un algorithme va
concevoir la semelle optimale par rapport à ton type de course, à ta morphologie, et la chaussure va être fabriquée quasiment en temps réel. Donc tu vas, dans le deuxième container, tu vas repartir au bout peut-être d'une heure ou deux avec ta paire de chaussures personnalisée. Ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est rendu possible parce que dans le même temps, on assiste à une miniaturisation des outils de production. C'est parce que je sais faire tenir dans un container un système d'impression 3D, d'un système d'encollage, de soudure qui va permettre aussi cette fabrication en temps réel dans un espace réduit. Et c'est ça aussi l'industrie 4.0. Alors j'ai plein de questions qui me viennent. Je voudrais qu'on revienne sur des exemples concrets, mais avant ça, qu'on fasse un petit détour par qu'est-ce que tout ça, vous qui êtes aux avant-postes de ces sujets, qu'est-ce que ça nous dit de notre société? Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Est-ce que vous êtes intéressé ou est-ce que vous avez parlé avec des sociologues qui vont décrypter ce que ça nous raconte de la société? Alors, ça nous raconte plusieurs choses. La première chose que nous, on trouve très positive, c'est que cette nouvelle manière de produire permet de reconnecter la tête et les bras. Là où dans le modèle fordien, on avait la tête qui était située, par exemple, dans les centres de conception autour de la région parisienne, et puis la fabrication qu'on avait délocalisée au mieux en province, et puis si ça ne tournait pas, voilà, délocalisation lointaine. Là, avec ce nouveau dispositif de production, on peut reconnecter la tête et les bras. On peut imaginer des systèmes de production en circuit court. Et ça, c'est extrêmement important aussi dans un environnement où on pense à l'empreinte carbone du système productif, où on a valorisé nos ressources nationales. Et donc, ça nous permet de réfléchir à de nouveaux modèles d'affaires. Okay. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme on l'évoquait, avec le container, la miniaturisation des outils de production, c'est se dire que peut-être demain, le concept d'usine sera obsolète. C'est-à-dire que si on voit, il y a par exemple la Haute École Arc Ingénierie en Suisse qui a mis au point une machine presque de la taille d'une grosse Nespresso, qui est une machine d'usinage 5 axes. Et cette machine, elle est petite, maniable. On peut imaginer qu'au lieu de l'avoir dans l'usine, on l'a dans un atelier de co-design. Et donc, ça veut dire que demain, on peut se retrouver dans des ateliers, il y en a déjà, type Fab Lab, en dehors des usines, où je vais pouvoir venir travailler et aménager mon temps de travail. Ça veut dire qu'on revient, ça mérite réflexion, peut-être dans une forme de travail proto-industriel, mais avec des formes qui sont différentes de celles de l'usine et du salariat tel qu'on le voit aujourd'hui. Oui, ou peut-être dans une autre étape qui va être dans le cycle de vie du produit un peu plus tard. Hier, je me suis rendu compte, parce que j'avais jamais fait attention, que maintenant sur les étiquettes dans les magasins oui, parce que je vais encore dans les magasins, moi je suis vieux, j'achète pas tout sur Internet, il y a écrit indice de réparabilité. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, sur une télé, ils te disent indice de réparabilité, 6,2 sur 10, bon, ok. Donc on imagine bien que dans cette phase-là du cycle de vie du produit, on puisse, dans son Fab Lab ou dans son salon, voilà. Mais ce que j'interrogeais, parce que ça, j'ai presque l'impression que on a un peu de chance, finalement, on est rattrapé par la vie. On est rattrapé par la vie. On vient de se prendre en plus un confinement, 2 ans de Covid, il y a des guerres et tout ça, donc ça vient presque a posteriori justifier, ou en tout cas donner des justifications. Mais ce qui m'intéressait, c'est du point de vue du consommateur. Qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça sert du point de vue du consommateur, cette envie ou ce désir ou ce besoin de pouvoir faire de l'unique, et en quoi ça peut, parce qu'on est d'accord que tout ça, ce ne sont que des moyens. Et donc, si ça sert pas à l'objectif, et si in fine le consommateur ne se retrouve pas dans les possibilités, tout le champ des possibles qu'offrent ces moyens, ça risque d'être simplement une belle prouesse technologique, mais de pas trouver écho. Et dans quelle mesure on peut se dire, où vous avez vu que tiens, il y a des tendances lourdes sociologiques du point de vue des consos qui pourraient favoriser ce genre d'usage? Alors, c'est une excellente question, parce que c'est vrai qu'au départ, le 4.0, si on le présente comme de la customisation de masse, faire des chaussures
dédié au pied du jogger. Bon, d'abord, on va s'adresser à un segment de clientèle qui est le jogger urbain, qui est capable de mettre plusieurs centaines d'euros dans une paire de chaussures. Et puis, on va se dire, ok, c'est bien, mais quand on regarde les enjeux aujourd'hui climatiques, économiques, géostratégiques, on peut se poser des questions sur l'utilité de ce concept. Là où ce concept... Ça ne remplacera pas les usines demain, quoi. Voilà. Et puis, ça n'a pas non plus vocation à remplacer toutes les usines. Notre discours n'est pas de dire qu'on va vers le 4.0 intégral. En revanche, on va introduire une dose de 4.0 dans chacun des modes de production. Et la question, c'est de se poser, c'est quelle dose, jusqu'où il faut aller. Donc, ça veut dire qu'on va se reconnecter avec le consommateur, mais derrière, il y a une tendance d'autre qui est, de notre point de vue, celle de l'écologie et de l'économie circulaire. C'est-à-dire que le 4.0, parce qu'il vient plus près du consommateur, parce qu'il est capable de concevoir, de mettre à disposition du consommateur des biens qui sont individualisés, donne aussi plus de valeur à ces biens, permet effectivement de leur assurer un cycle de vie plus long, permet de tracer ces biens tout le long de leur cycle de vie et d'usage pour aussi gérer leur démantèlement, leur recyclage. Et donc là, on arrive sur quelque chose de particulièrement intéressant. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, Siemens, à la Foire de Hanovre, a présenté une machine à fabriquer du yaourt. Alors, elle fabriquait 2-3 types de yaourt, mais on peut tout à fait imaginer que ces armoires réfrigérées où on a des centaines de yaourts différents et on va choisir entre de multiples options déjà produites et dont on jette une partie quand même assez importante, que demain on aura peut-être une machine où on sélectionnera le type de lait qu'on souhaite, de la vache, de la brebis, de la chèvre, que sais-je encore, le taux de matière grasse, le sucre, les fruits, éventuellement des céréales, et voilà. Et la machine fera le yaourt en temps réel. Et donc là, on a non seulement un bien personnalisé, mais en plus un bien qui est fabriqué à la demande, et donc en circuit court. Voilà. C'est hyper clair, on voit bien effectivement comment ces tendances-là peuvent, la façon où le vrac est arrivé dans nos vies sans qu'on y fasse attention, le sur-mesure de la même façon. Est-ce que vous avez, allez, la minute maintenant, exemple. Donc justement, tu viens de nous en donner un beau. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme vision d'usage ? On est d'accord tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit le mot utopie. Donc on est d'accord qu'on est dans un monde qu'on projette. Qu'est-ce que vous projetez comme autre usage aussi passionnant que celui que tu viens de nous décrire ? Je pense que dans l'agroalimentaire, clairement, on a un besoin de traçabilité qui est déjà là et auquel on répond largement, et pour lequel l'industrie 4.0 peut effectivement apporter un plus. C'est-à-dire de produire en fait en fonction d'une beaucoup plus proche de la demande et donc de jeter beaucoup moins. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le 4.0, il crée une très forte proximité avec le consommateur. Donc en se rapprochant du consommateur, on va pouvoir substituer progressivement un besoin de consommation de masse à un besoin auquel on va répondre par de la production, je dirais, directe. Et ce qu'on voit aussi de manière très claire, notamment chez nos clients industriels, c'est que ça correspond à un vrai besoin, je dirais, des générations qui arrivent sur le marché du travail. Le 4.0, il s'adresse non seulement au consommateur, mais il s'adresse aussi, je dirais, à celui qui travaille. Et puis peut-être Dorothée, des exemples alors. Oui. Alors Jean-Daniel, il essaie de m'endormir là. Je vois clair dans ton jeu, donc je vais me basculer sur Dorothée. Je sais que tu en as plein dans ta manche en plus, des exemples concrets. Alors, exemple concret, puis utopie, tu disais. Moi, juste un mot sur l'utopie. Je pense que ça va permettre de générer une nouvelle réflexion sur comment on travaille, comment travailler. On est quand même sur un système qui est hérité du 19e. Donc, moi, j'ai un grand espoir sur le 4.0 va nous permettre d'imaginer d'autres organisations du travail. Un exemple, moi, je trouvais très intéressant ce que Decathlon a mis récemment en place, justement en utilisant l'intelligence artificielle, en moulinant des algorithmes, en se disant, et si demain, on ne vendait plus nos produits, mais on les louait. Et ça aurait du sens parce qu'on a des familles avec des enfants. Les enfants, au fil des âges, leur activité sportive évolue. Et donc, si à partir d'un data crunching, d'une analyse de données, on pouvait imaginer un système d'abonnement, comme d'abonnement à des plateformes qu'on connaît, Netflix ou autres, et que nos clients ne viennent plus acheter, mais nous louent des biens, nous louent des produits, et qu'ils y trouvent leur compte, et nous aussi. Et je trouve que c'est un exemple intéressant que permet le numérique parce que
il fait évoluer un système traditionnel. On a un magasin qui vend et on passe d'un magasin qui loue. Et imaginons que ce magasin est un module de fabrication de semelles personnalisées. Eh bien, moi, je ramène ma paire de Décathlon qui sont en 39 parce que mon pied a grossi. Je la remets, on enlève la semelle, on personnalise la semelle d'une autre personne qui est en 39 et il repart avec sa paire de chaussures qui est à la fois un bien qui a été produit en masse pour tout ce qu'il y a autour de la semelle dans la chaussure, mais qui contient une part de personnalisation. Donc là, on a un exemple, effectivement, de 4.0 potentiel. Alors, ils n'en sont pas encore là, mais on peut l'imaginer. Un autre exemple... Ils font de la seconde main, effectivement. Et aujourd'hui, il y a de la seconde main dans les magasins et on a la possibilité de louer les équipements. La location, c'est ce qu'ils appellent l'économie d'usage, non? L'économie d'usage. Mais ça fait un moment, ça, quand même, que ça existe. Et c'est pas tellement la réponse technologique qui permet ça. Si? En partie, ici, parce que si on veut personnaliser le bien, si on y ajoute une couche de personnalisation, là, on a une économie d'usage qui est encore plus. Oui, voilà. Okay. Je vais prendre un autre exemple dans le monde vraiment intra-industriel, d'un client qui fabrique des plateaux thermoformés, donc en plastique, pour le transport de pièces, depuis ceux qui fabriquent les composants jusque chez le client final. Donc, ça, dans la cosmétique, dans l'automobile, dans la santé, on a ces plateaux. Bon, le premier job de cet industriel, c'est d'optimiser le plateau et qu'il soit de qualité pour qu'il puisse servir sur des chaînes qui sont assez largement automatisées. Le risque, si le plateau se déforme, c'est qu'effectivement, la chaîne, elle s'arrête. Donc là, il y a un risque perçu par le client important. Il se trouve que ce client, il a non seulement cette culture industrielle plasturgiste, il a aussi une culture logistique et il a une culture numérique parce qu'il a dans son équipe un très très bon dans les systèmes d'information. Il a fait évoluer son modèle d'affaires. Aujourd'hui, il propose à ses clients non plus de produire 600 000 plateaux thermoformés qui vont faire juste un voyage depuis chez lui jusqu'à celui qui fabrique par exemple des bouteilles en verre et ensuite chez celui qui va les remplir avec du champagne. Plateau qui, in fine, va être stocké quelque part, jeté, on ne sait pas trop ce qui devient. Il propose un circuit complet, donc il va fabriquer des plateaux peut-être plus qualitatifs, mais il va en faire que 30 000 ou 60 000 au lieu d'en faire 10 fois plus. Et ces plateaux vont pouvoir être réutilisés. Donc il va être en mesure de les récupérer en fin de cycle et de les ramener chez lui. De les broyer, s'ils sont plus utilisables, et de refabriquer d'autres plateaux avec la matière, ou sinon, si les plateaux peuvent être réutilisés, de les remettre dans le circuit. Alors ça, a priori, c'est pas 4.0, c'est l'économie circulaire. Là où le 4.0 intervient, c'est qu'on peut mettre sur le plateau une puce RFID, avec différents éléments le long de la chaîne qui vont capter les flux, et donc il permet à son client de piloter son flux grâce à un support qui, a priori, est quelque chose d'assez invisible dans le circuit. Le plateau thermoformé, c'est quelque chose d'assez peu noble. Et ben, ce plateau devient tout d'un coup un actif stratégique. Et lui change de business model. Il est aujourd'hui sur un business model logistique et numérique, et plus simplement sur un modèle purement industriel. Merci, ça fait. On va déjà devoir terminer cette discussion, mais je voudrais qu'on ouvre et je voudrais que vous ouvriez sur les messages que vous souhaitez passer aux industriels, PME notamment, parce que dans nos auditeurs, on n'a pas que des grands groupes internationaux. Et donc, qu'est-ce qu'on a à leur dire à nos PME françaises sur les opportunités offertes par le 4.0 et au-delà des opportunités, qu'est-ce qu'il faut envisager comme investissement? On est sur quoi là? Est-ce que c'est Vous l'avez dit tout à l'heure, la réponse, c'est pas on va dire, il n'y a pas de réponse sur étagère qui soit une approche technologique et je fais mon investissement et c'est fait. Mais quelle est la dynamique dans laquelle ils doivent se mettre nos chefs d'entreprise / ingénieurs français, PME? Nous, quand on accompagne ces entreprises industrielles, la première chose qu'on fait avec eux, c'est d'aller questionner leurs clients. On s'aperçoit que souvent, nos entreprises industrielles, elles ont le contact avec le client, mais souvent, on est dans un état d'esprit où on pense savoir ce qui est bon pour notre client. Et donc, c'est la première démarche du 4.0, c'est de se reconnecter au client, de voir comment il voit l'évolution de ses produits, notamment vis-à-vis des consommateurs finaux que nous sommes tous. Et ça, je dirais, c'est la première étape. La deuxième étape,
importante, c'est de considérer que le 4.0, c'est pas la direction c'est pas seulement le comité de direction qui va pouvoir penser le 4.0 pour l'entreprise. C'est quelque chose qui se pense avec les salariés parce que cette révolution numérique, contrairement aux autres révolutions industrielles, elle est sur un bien qu'on a tous dans la poche. Enfin, il y a le téléphone et les opérateurs, ils sont aussi ils ont une grande compétence pour être agile sur le maniement d'outils numériques, et ils ont des idées. Donc c'est faire du 4.0 un projet collectif en associant les opérateurs et en se disant, à partir de ce que nous racontent les clients, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme nouveaux produits, comme nouveaux modèles d'affaires dans notre entreprise. Et du coup, ça va amener aussi une réflexion possiblement sur travailler différemment demain, et notamment repenser cette séparation qui finalement est très peu efficace entre bureau et atelier. Je pense qu'on va aller vers une organisation beaucoup plus aplatie entre ces deux structures. Le 4.0 casse les silos, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette démarche-là. Naturellement, on a un client qui est dans le domaine de la santé, qui récemment a nommé l'ancienne directrice des systèmes d'information industriels, donc qui s'occupait de toute la partie SI industrielle. Elle est devenue aussi responsable de l'excellence opérationnelle. Donc, elle est devenue de facto Madame 4.0. Et ça montre que dans le cas, c'est une ETI, hein, cette ETI-là a compris que c'est en mettant les deux ensemble, en cassant ce silo, qu'on pouvait avancer et créer de la valeur. Et cette valeur-là, elle se crée souvent, pas forcément dans l'entreprise, elle se crée souvent aux interstices, avec les clients, avec les fournisseurs, sur la chaîne logistique. L'exemple que je vous citais des plateaux thermoformés, vu d'un acteur comme, je sais pas, Peugeot ou d'une entreprise cosmétique, finalement, ils sont invisibles et tout d'un coup, on peut créer de la valeur à partir de quelque chose qui jusque-là était invisible. Et l'investissement ne peut pas être un frein parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'aides qui sont proposées et d'accompagnement aussi, que pour une entreprise, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se mettre au 4.0 que ça ne l'était il y a encore 2 ou 3 ans. Eh ben, c'est beaucoup de pistes, hein. Donc remettre les consommateurs, partir des usages, sortir de la boîte, permettre de mobiliser tout son écosystème, toutes les parties prenantes, et puis d'être tourné vers l'avenir, hein. Je suis impatient de voir ce qu'on pourra dire de ça quand on se reparlera dans 5 ans, dans 10 ans, et de voir ce qui est venu dans notre quotidien prendre une place qu'on n'aurait même pas imaginée grâce à toutes ces possibilités technologiques, mais surtout, on l'a compris, aux intelligences des gens qui font tourner les systèmes et qui vont amener leur créativité au service des usages et des nouveaux usages. Un grand merci pour cet échange et cette ouverture. Est-ce qu'on se voit à la convention à Nantes dans quelques semaines? Bien sûr, Rémi, on est impatient de vous retrouver à Nantes et de retrouver toute la communauté des dirigeants. On se retrouve à Nantes alors 16 et 17 mars prochain. À très bientôt. Merci Dorothée, merci Jean-Daniel pour cette première de Deux derrière un micro. C'était un plaisir de vous avoir. Merci Rémi. À bientôt. Au revoir.